Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens, cette première édition de la nouvelle année 2016, en partenariat avec le quotidien La Croix, avec Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les chiffres du chômage sont mauvais, autour de 3,8 millions de personnes sans emploi. Le président de la République a annoncé récemment quelques mesures, notamment en matière de formation des chômeurs, nous y reviendrons. On parle d'une refonte du Code du travail. Grosso modo, sur les questions sociales, la France semble en ce moment au point mort. Sur ces sujets et sur bien d'autres, vous venez de publier un livre aux éditions Talendier qui s'intitule « Permis de construire », on le voit à l'écran. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Nathalie Birchem pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. C'est Nathalie Birchem qui pose la première question pour La Croix. Laurent Berger, bonjour. Le 31 décembre, le président de la République a annoncé des mesures, notamment sur l'apprentissage et la formation des chômeurs. Il veut former 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Donc, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Est-ce que c'est faisable, 500 000 demandeurs d'emploi d'ici la fin du mandat? Et est-ce que c'est efficace contre le chômage? Laurent Berger. D'abord, je crois qu'il faut dire que tout le monde, depuis longtemps, dit qu'un des problèmes majeurs du chômage, c'est la formation des demandeurs d'emploi, de ceux qui cherchent un travail aujourd'hui, pour que leurs compétences soient en adéquation avec les besoins des entreprises, mais aussi pour les aider à acquérir des compétences nécessaires à leur intégration sur le marché du travail. Donc, la formation des chômeurs est une bonne mesure, et la preuve, ça existe déjà. Mais on peut faire davantage. Donc ça, oui. Est-ce que c'est faisable? Moi, je souhaiterais qu'on ne rentre pas dans un débat, comme il est en train de se mener ces jours-ci, en disant oui, mais non, c'est pas faisable, on n'y arrivera pas, etc. Ça va prendre trop de temps. La question, c'est que faut-il faire pour que ce soit faisable? Moi, j'ai proposé quelque chose d'assez concret. Les centres de l'AFPA aujourd'hui sont pour partie... Donc la formation professionnelle des adultes. Voilà, avec des compétences des professionnels de l'AFPA, des salariés de l'AFPA, sont pour partie vides. Comment ça se fait, ça? Parce que l'AFPA est soumis aujourd'hui à des règles de concurrence, de passation de marché, et qui font que certains conseils régionaux, par exemple, ont décidé de ne plus passer par l'AFPA. Mais l'État, à juste titre, et les organisations syndicales avaient demandé cela, ont décidé de mobiliser des moyens pour maintenir l'AFPA à flot. Et donc, on a des centres qui sont pour partie inoccupés, pour partie seulement, et de l'État qui investit dans l'AFPA pour maintenir à flot. Faisons en sorte que l'AFPA fasse des formations qui soient en adéquation rapidement avec les besoins dans les bassins d'emploi. Donc, il y a des mesures à prendre, et puis il faudra aussi se mettre en situation d'avoir une impulsion. Moi, j'ai proposé récemment, c'est une idée parmi d'autres, qu'il y ait dans les régions, comme on a eu des gens qui soient des commissaires au redressement productif, qu'on ait des meneurs sur la formation des chômeurs. Donc, des monsieur ou madame formation. Je pense que c'est faisable. Après, est-ce que c'est atteignable? Vous savez, il y a un chiffre qui est 500 000, on va demander des précisions. Moi, aujourd'hui, je ne les ai pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est inacceptable, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire que des tas de personnes, des tas de demandeurs d'emploi sont laissés sur le bord de la route, sans formation. Et on sait que même s'il y a un retour de la croissance un jour ou l'autre, et nous le souhaitons tous, pour avoir travaillé dans l'insertion, je le sais particulièrement, que lorsque on a été chômeur de longue durée pendant de longues périodes, si on n'est pas aidé en termes de formation, d'accompagnement, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une partie de la réponse, ce n'est pas la seule réponse au chômage. L'autre partie de la réponse, c'est évidemment un accompagnement extrêmement fort, y compris de ces personnes qui iront en formation, et puis pour en faire en sorte qu'après la formation, il y ait un emploi. Mais ça se discutera aussi dans les filières, les territoires. Donc l'idée est bonne, il reste à la mettre en musique, Nathalie Birchem. Former à quoi? Parce que former, c'est bien, c'est une bonne idée, mais s'il n'y a pas d'emploi derrière, et là pour l'instant, on peine à créer plus d'emplois que le nombre de personnes qui entrent chaque année grossir les rangs de la population active. Donc former à quoi? Vous avez raison, c'est pour ça que nous on a proposé d'abord de regarder ça par territoire. Il y a un certain nombre de carences en termes de compétences dans les territoires. Et donc on le sait, donc ça veut dire qu'il faut quelque chose d'assez fin. Et puis deuxième point, c'est qu'aujourd'hui on vit une profonde révolution numérique et on vit la transition écologique où on sait qu'il y aura besoin d'un certain nombre de métiers demain qui n'existent pas forcément ou qui devront évoluer par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, je l'ai dit, il faut que ce plan de formation des chômeurs, il aille vers les métiers de la transition écologique, vers les métiers du numérique et également vers l'acquisition de compétences qu'on dit de base.
le terme n'est pas très joli, mais les compétences nécessaires aujourd'hui à l'insertion professionnelle. Eh bien, si on arrive à le faire de façon beaucoup plus massive qu'on le fait aujourd'hui, c'est très bien. Mais ça ne se fera qu'à une condition, c'est que l'État mette l'argent sur la table. Parce qu'il en existe du côté des partenaires sociaux, les fonds de la formation. Il y a déjà le fonds de paritaire de sécurisation des parcours qui est engagé dans un plan de formation de 150 000 chômeurs. C'est normal que ce fonds-là participe au mouvement, mais il faudra aussi qu'il y ait des fonds publics. Ça ne se fera pas sinon. Romain Mazneau, RCF. Est-ce que dans cette histoire de formation, il n'y a pas aussi un tour de passe-passe du gouvernement pour maquiller les chiffres du chômage à la baisse, puisque ce sont autant de personnes qui ne paraîtront plus dans la catégorie A qui est commentée à chaque fin de mois? Laurent Berger. Je suis pas assez naïf pour considérer que dans les politiques menées de l'emploi des uns et des autres depuis maintenant des dizaines d'années, il n'y a pas cette volonté-là. Mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Alors, je l'ai dit, si c'est pour faire de l'occupationnel, pour maquiller les chiffres, c'est non. Mais si c'est pour permettre aux personnes, on parle des personnes, on ne parle pas des chiffres, 500 000, ça ne veut rien dire, c'est 500 000 personnes. Eh bien, si ça permet à ces personnes d'acquérir les compétences qui leur permettront demain d'avoir un emploi et qu'on les accompagne dans cet accès à l'emploi, moi, je veux dire, tant mieux si ça fait baisser les chiffres, mais mon objectif, je l'ai toujours dit quand il a été question de la courbe du chômage, la question, ce n'est pas d'abord la courbe, la question, ce sont les gens. Et si ça permet d'obtenir des formations qui permettent d'aller à l'emploi, tant mieux. Et après, on verra ce que ça produit sur les chiffres. Alain Baron. Vous venez de dire qu'il faut que l'État mette de l'argent sur la table. Mais justement, le problème est bien là. On sait que la situation financière n'est pas très favorable. Quelles sont les marges de manœuvre de l'État dans ce domaine-là précis? L'urgence. L'urgence sociale. Mais il y a tant d'urgence aujourd'hui, Laurent Berger. Oui, mais il y a l'urgence du chômage. On vient de vivre une période dramatique. On vient de vivre les attentats, on y reviendra peut-être, mais on vient de vivre aussi la montée du Front National. Ça ne peut pas nous laisser totalement sans réaction. Et quand on regarde la montée du Front National et les attentes de ce que sont les Français en ce début d'année, c'est la lutte contre le chômage. C'est clair. Je veux dire, il y a aujourd'hui de profondes inégalités, des gens qui ne voient plus comment ils s'en sortent. Ce n'est pas la seule réponse, ce n'est pas la seule raison du vote Front National, mais il y a aussi cette raison-là. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence en termes d'emploi. C'est pour ça que moi j'ai été d'accord et que la CFDT s'est engagée dans le pacte de responsabilité, parce qu'il faut redonner des marges de manœuvre aux entreprises. Maintenant, j'attends aussi le sens des responsabilités de la part du patronat, parce qu'on n'a pas eu tous les retours là-dessus, notamment sur l'embauche des jeunes en apprentissage. Mais il y a aussi la situation des personnes, des chômeurs, qui nécessitent qu'on mette de l'argent. Donc il faut aussi intégrer ça. La logique budgétaire que l'on peut comprendre, elle n'est pas intégrable par les citoyens si on laisse de côté un tas de personnes au bord de la route. Nathalie Birchem-Lacroix. Alors vous évoquez le pacte de responsabilité, justement 40 milliards. On a eu des premières évaluations. Une partie a permis effectivement de création d'emplois. Une autre a permis d'augmenter des salaires. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'une politique de l'offre. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'était une mauvaise idée, première chose? Et d'autre part, vous vous dites maintenant c'est au patronat de prendre sa responsabilité. Vous préconisez quoi? Qu'on arrête la trajectoire d'allègement de charges en l'état actuel, puisque les emplois ne sont pas totalement au rendez-vous, ou qu'on continue? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je souligne dans votre question quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui montre que des choses fonctionnent en partie et pas toujours totalement. Parce que dans notre pays, on n'arrive pas à appréhender ce type de bilan. C'est-à-dire dans notre pays, on voudrait que les choses fonctionnent totalement ou alors que ça échoue totalement. Comme ça, tout le monde est chacun dans son coin et on est content. Moi, je pense que ça a en partie fonctionné, à une condition, quand ça a fonctionné, c'est que les branches professionnelles et les entreprises se sont engagées. Et dans certaines filières, dans certaines branches professionnelles, le patronat ne s'est pas engagé. Donc ce que je demande aujourd'hui... Vous voulez dire qu'il y a des branches professionnelles qui sont restées inertes? Bien sûr, mais il suffit de regarder les chiffres. Elles ont pris les sous, elles n'ont pas bougé, c'est ça? Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu... j'ai souvent cité la grande distribution, mais à chaque fois on me dit c'est pas normal de nous pointer. Vous savez, il suffit de regarder les chiffres d'apprentissage. Il y a certaines branches professionnelles, comme les assurances, comme la métallurgie. Il y a eu des engagements en termes de nombre de jeunes pris en apprentissage. Extrêmement important l'apprentissage. Tout le monde est d'accord là-dessus, puis finalement ça ne bouge pas beaucoup. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas joué le jeu. Donc moi ce que je demande aujourd'hui, ce n'est pas de mettre fin à cette politique-là, c'est simplement de dire il faut un bilan. Donc avant de s'engager sur autre chose, je demande au gouvernement de réunir les partenaires sociaux et de faire un bilan, de mettre sur la table là où ça a joué le jeu, là où ça n'a pas joué le jeu. Ensuite, la trajectoire, elle est tracée. Mais au sein de cette trajectoire, on peut très bien revoir
les aides en fonction de là où il y a eu des engagements sur l'emploi, sur la formation en alternance, sur la montée en compétences, hein, sur l'investissement, parce que ça devait servir aussi à ça, et là où il n'y a pas eu d'engagement. Et en fonction de ça, je ne vois pas pourquoi un gouvernement s'interdirait de réorienter un certain nombre d'aides aux entreprises qui sont nécessaires, je l'assume encore une nouvelle fois, mais qui doivent nécessiter en contrepartie des engagements sur l'emploi et l'investissement. Romain Masneau, RCF. Vous avez évoqué l'apprentissage, ça fait longtemps que c'est présenté comme un objectif prioritaire par les gouvernements successifs et on voit que le nombre d'apprentis a diminué même ces dernières années. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que ce sont les contraintes administratives qui sont trop lourdes? D'après ce que disent les entreprises, ce serait ça? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, d'abord, il y a une raison conjoncturelle qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le bâtiment était un secteur qui embauchait beaucoup d'apprentis et le bâtiment a subi beaucoup de difficultés économiques. Donc ça, il faut quand même le regarder en face. Mais pour le reste, les chefs d'entreprise, enfin en tout cas le patronat, nous dit souvent c'est trop cher, les apprentis, et puis il y a trop de complexité administrative. Il y a eu des mesures successives pour alléger le coût des apprentis et pour réduire les contraintes administratives ou les contraintes réglementaires. Il y a même eu une initiative du président de la République il y a 2 ans, je crois, sur ce sujet-là. On constate quoi depuis? On constate que ça n'a pas bougé. Donc moi, au bout d'un moment, y compris, c'était annoncé, il y a des mesures sur l'apprentissage dont je n'ai pas compris le contenu, annoncé par le président de la République le 31 décembre. Moi, aujourd'hui, je pose la question, faut-il aller plus loin dans la contrainte faite aux entreprises lorsqu'elles fonctionnent sur leur engagement à intégrer un certain nombre de jeunes en apprentissage? J'étais l'autre jour dans une entreprise, dont je ne citerai pas le nom, qui fonctionne très bien, avec un carnet de commandes sur 5 ans, 450 salariés, 2 apprentis. 2 apprentis, dans un secteur où il y a besoin de compétences, de savoir-faire, et où la transmission de compétences prend du temps. Il y a 2 risques pour cette entreprise. C'est d'abord son problème interne de transmission de compétences, puis il y a un deuxième problème, c'est son engagement sociétal, j'ai envie de dire, dans l'emploi des jeunes. Et je crois qu'il faut savoir, à un moment donné, poser un certain nombre de contraintes aux entreprises sur l'apprentissage, parce que la petite musique dont vous parlez, et qui est juste, sur ça coûte trop cher, il y a trop de contraintes, on l'entend depuis des années, on a agi là-dessus, y compris en donnant notre accord parfois. Et pourtant et puis, on n'a pas obtenu les résultats. Donc, au bout d'un moment, là aussi, le sens des responsabilités de la part du patronat. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors les patrons, justement, disent souvent, quand ils reçoivent ces accusations de ne pas faire suffisamment, ils disent souvent il faut alléger le code du travail, il y a trop d'obstacles, notamment pour le licenciement, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je crois que c'est une impensée. Laurent Berger. Il y a une impensée économique de la part, je ne parle pas des chefs d'entreprise, je parle des organisations patronales. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un patronat qui se complaît, ou je ne sais pas comment on dit, qui se plaît dans la plainte. C'est-à-dire qu'on a un patronat qui est dans la plainte permanente. C'est-à-dire qu'en gros, qui dit « laissez-nous faire », mais qui est sans arrêt à demander à l'État de faire à sa place un certain nombre de choses. Donc, sur la question réglementaire, du Code du travail, etc., il y a eu un rapport. Ce rapport, c'est le rapport de M. Combrexel. Et moi, je dis au gouvernement, attention. Je dis, ce rapport, il est extrêmement intéressant pour aider à dynamiser la négociation collective dans les branches et dans les entreprises. Et la commission d'Inter actuelle, elle n'a pas lieu d'être mais ce rapport, il a une entièreté, si je puis dire. Il faut en prendre la totalité de sa philosophie. Et ce n'est pas par petits bouts, comme malheureusement je le crains aujourd'hui, que ça peut fonctionner. Parce que la vision de M. Combrexel, c'est de dire le Code du travail, il y a besoin d'un socle important, mais il faut regarder sur quel sujet on peut redynamiser la négociation collective. Et puis là, maintenant, on a un comité d'Inter qui dit, on va regarder comment on peut simplifier le Code du travail. Moi, je ne suis pas contre la simplification, si ça garantit un certain nombre de droits à constant pour les salariés. Mais ce dont il est question, c'est la négociation collective. Et là, il y a quelques conditions pour le faire. D'abord, des branches professionnelles qui soient revues et corrigées pour qu'elles soient moins nombreuses et qu'elles soient plus dynamiques. Deuxièmement, une loyauté des partenaires sociaux dans la négociation, c'est-à-dire une vraie culture de la négociation. C'était une partie importante du rapport Combrexel. Plus personne n'en parle. Parce que si on veut du dialogue social, il faut de la culture de la négociation et du dialogue social. Ça manque cruellement des 2 côtés de la table parfois. Et puis troisièmement, c'est la reconnaissance du fait syndical total et entier. C'est-à-dire pour discuter dans une entreprise, il faut une organisation syndicale.
y compris dans les toutes petites, avec le mandatement de salariés lorsqu'il n'y a pas d'organisation syndicale. Eh bien, ça, moi, j'attends de voir de ce que proposera la ministre du Travail sur le sujet. Et c'est en fonction de ça que je me positionnerai. La CFDT se positionnera. Mais je le dis, le débat, plus ou moins de code du travail, est un débat, je le redis, de feignant. C'est un débat qui n'a pas de sens si on ne parle pas du sujet, c'est-à-dire le lieu où on crée de la norme pour les salariés et les entreprises, et où on en crée de façon la plus intelligente possible en fonction des situations. Une dernière question rapide pour une réponse rapide de Nathalie Birchem. Vous nous dites qu'il y a un certain nombre de conditions pour que ça marche, pour que la réforme du Code du travail soit productive. Ces conditions, c'est quand même culture de la négociation, c'est quand même des conditions à long terme. Ça veut dire que ce n'est pas un chantier qu'il faut lancer maintenant. Il faut d'abord faire tout un tas de préalables avant de le lancer. On va pourtant le lancer maintenant. Et pourtant, on est dans l'urgence. Non, on peut le lancer maintenant, mais en même temps, il faut travailler sur cette première partie du rapport Combrexel, qui est la culture de la négociation. Mais je crois qu'on va parler peut-être tout à l'heure de la démocratie dans un sens plus général. Je pense qu'il faut qu'on se méfie des mesures gadgets et qu'on travaille sur le fond. Et le travail sur le fond, ça demande plus de temps, mais c'est à l'avenir beaucoup plus efficace, je le pense. Merci à vous, Laurent Berger. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous vous retrouvons dans un court instant. Je rappelle que vous êtes notre invité. Vous êtes secrétaire général de la CFDT. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Il est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, vous êtes assez sévère avec le patronat qui, comme vous le dites, se complaît dans la plainte. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème du côté des syndicats? Parce d'abord, il y a un émiettement syndical. Je ne sais plus combien il y a d'organisations représentatives, maintenant 6 ou 7. 5. 5, bon, j'exagère. Et il y a un taux de syndicalisation assez faible. Il n'y a pas un problème quand même de ce côté-là? Laurent Berger. Non, mais qu'il y ait une question syndicale qui soit posée, c'est évident. De toute façon, je pense qu'en ce moment, dans notre pays, l'ensemble des institutions sont interrogées. L'ensemble, c'est bien ça que vous dites. L'ensemble des institutions. Y compris les syndicats. Y compris les syndicats, y compris les partis politiques, les organisations patronales, je ne parle pas des chefs d'entreprise, y compris les médias. Tout le monde est interrogé sur ce qu'est son rôle et ce qu'est sa participation à l'intérêt collectif, à l'intérêt général. Mais moi, j'en ai un peu assez qu'on parle des syndicats. Vous savez, on est dans une émission dont on a assez peu. Il y a beaucoup d'autres émissions où je suis invité. On n'a pas toujours l'occasion de parler de la même manière, avec autant d'approfondissement. Je ne compare pas les médias, je ne parle pas de tous les médias en même temps. Les syndicats. Il y a 2 types de syndicalisme aujourd'hui, principalement dans notre pays. Il y en a un qui est sur une logique plutôt très contestataire et d'opposition. Oui, mais surtout d'une approche, on demande aux autres de faire. Et puis moi, je considère qu'on a participé à l'intérêt collectif, mais surtout qu'on a participé à mettre les mains dans le cambouis, pour prendre une expression que j'emploie souvent, pour essayer de construire des droits nouveaux, un modèle social, préserver un modèle social qui soit adapté à la réalité du monde d'aujourd'hui. Mais ceci étant, oui, pas assez de syndiqués, on a un travail à faire là-dessus, mais je rappelle souvent qu'à nous tout seuls, la CFDT, on a plus d'adhérents que tous les partis politiques. C'est-à-dire, rappelez-nous les chiffres aujourd'hui. Nous, on a 850 000 adhérents, tous les partis politiques ensemble, c'est pas ça. Donc c'est pas pour ça qu'il faut mettre fin aux partis politiques ou à la démocratie, vous conviendrez. Après, le taux de participation aux élections professionnelles, il est bien supérieur au taux de participation aux élections politiques. Donc, je ne crois pas qu'il faille aller sur ce terrain-là. Par contre, ce qu'il faut interroger, c'est à quoi sert le syndicalisme aujourd'hui. Ça, vous avez raison. Et ce à quoi il doit servir, c'est d'abord de répondre concrètement aux salariés dans les entreprises et les administrations à leur situation. Donc il y a un vrai travail de proximité qu'il faut reprendre. Et ce travail-là, la CFDT l'a engagé depuis 2010. Depuis notre congrès de Tours, on est revenu à une pratique de proximité beaucoup plus forte. Et ça paye. Ça paye les résultats aux élections professionnelles. Deuxièmement, il faut interroger la notion de syndicalisme de service. Nous, on vient de généraliser un service à nos adhérents à travers un système qu'on appelle réponse à la carte, où chaque adhérent peut à un moment donné interroger la CFDT sur une question qui lui est propre et être renvoyé vers un militant qui l'accompagnera dans son parcours. Puis ensuite, il faut interroger l'utilité. À quoi on a servi ces dernières années dans les entreprises? Et on constate quand même que la situation des salariés dans les entreprises où on est présent est quand même meilleure que là où on est absent, et puis d'un niveau global. Et moi, je veux bien qu'on fasse le bilan, y compris avec mes petits collègues, avec mes collègues des organisations syndicales, sur ce qu'on a obtenu ou pas ces dernières années. La complémentaire santé, personne n'en parle en ce début d'année, ou sauf pour y souligner les problèmes. C'est plusieurs millions de salariés qui vont être couverts par une complémentaire santé payée en partie par leur employeur qui ne l'était pas précédemment.
Alors bien sûr, il y a des difficultés de mise en œuvre, comme toujours, j'en parlais tout à l'heure. Il y a toujours des verres à moitié pleins, à moitié vides. En même temps, il y a une avancée. Le compte pénibilité, qui fait tant hurler certaines organisations patronales. Je suis désolé, c'est la prise en compte du fait que des salariés ont une espérance de vie qui est réduite, ou une espérance de vie en bonne santé qui est réduite, du fait de leurs conditions de travail. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait réparation. C'est peut-être un peu lourd à mettre en œuvre. Beaucoup de patrons insistent là-dessus, notamment dans les petites boîtes. Oui, mais c'est lourd à mettre en œuvre. Mais vous savez, dans les entreprises, on est très fort pour calculer la performance des salariés. Moi, j'ai visité une entreprise l'autre jour où on était capable de dire le temps que mettait le salarié à effectuer la tâche qui était la sienne. Donc on pourrait par contre, bien mesurer sa pénibilité, ça devient tout de suite inaccessible pour un chef d'entreprise. Donc il faut juste mesurer. Moi, je souhaite que les choses soient simples, mais elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être dans certaines entreprises. On a négocié d'ailleurs des accords sur la pénibilité où on a avancé sur la mesure de cette pénibilité. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il faut arrêter l'économisme à tout craint. Moi, je suis pour une économie qui soit compétitive, qui soit performante, qui soit adaptée au modèle d'aujourd'hui, qui soit intégrée dans la mondialisation. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier les hommes et les femmes derrière tout ça. Et qu'à un moment donné, il faut intégrer que derrière tout ça, ce qui fait le travail, ce qui fait l'économie, ce sont des hommes et des femmes qui fournissent leur force de travail. Et c'est normal qu'à un moment donné, on regarde comment ils sont traités, comment ils sont respectés et comment ils ont une bonne qualité de vie au travail. Romain Masneau, RCF. Vous évoquiez la crise des institutions et notamment des partis politiques. Il y a un parti qui n'est pas en crise, c'est le Front National. Quelle est votre lecture de ce succès frontiste aux dernières élections? Est-ce que c'est un vote contre les étrangers, contre la mondialisation, contre le chômage? Laurent Berger. D'abord, je ne suis pas totalement sûr qu'il ne soit pas en crise, mais ça ne suffira pas de toute façon. Sur les résultats électoraux, c'est une évidence. Je pense que c'est beaucoup de facteurs différents. Et d'ailleurs, il y a sans doute des votes très différents selon les endroits, parce qu'on voit bien qu'il y a des endroits où il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus faible que la moyenne, où le Front National a quand même fait de bons résultats. Donc je pense que c'est d'abord, pour une part, un vote d'inquiétude fort. C'est aussi un vote qui est lié à notre incapacité, parfois l'incapacité du monde politique à expliquer la complexité des choses. C'est-à-dire que c'est un vote assez binaire. Le Front National peut dire tout et son contraire, parce que et personne ne s'en offusque. Donc voilà, c'est aussi un vote de repli sur soi, faut pas le nier. Et donc la question, il n'est pas de stigmatiser les électeurs du Front National. La question, il est de pointer ce qu'est le risque du Front National. Il y a un triple risque. Il y a un risque économique, avec une volonté de fermeture des frontières, de repli économique qui est une impasse pour l'ensemble de l'économie française. Il y a un risque social. Le Front National n'est pas un parti de progrès social, loin s'en faut, y compris en termes de dialogue social et de reconnaissance syndicale. Même quand il demande la retraite à 60 ans Oui, mais il dira l'inverse assez vite. Et en plus, on ne lui demande jamais de comment il ferait pour la retraite à 60 ans. Donc, et puis, il y a un risque démocratique. Enfin, c'est un parti qui a une vision autoritaire du pouvoir, qui en gros s'oppose à une vision beaucoup plus collaborative, beaucoup plus basée sur le dialogue, et il y a un risque démocratique, il y a aussi un risque de rejet. Ne le cachons pas, c'est en partie, il est sur un fondement xénophobe et raciste. Donc je pense que la façon de lutter contre le Front National, c'est à la fois de rappeler un certain nombre de valeurs fondamentales, de construire, et vraiment là-dessus c'est extrêmement important, les conditions du dialogue à tous les étages dans notre vie sociale et démocratique, ce qui n'est pas toujours fait. De la démocratie beaucoup plus participative, beaucoup plus de place aux citoyens, beaucoup plus d'écoute aussi, beaucoup plus de pratiques éthiques de la part de l'ensemble des acteurs, et notamment des élus, et puis d'obtenir des résultats concrets. Mais ces résultats, encore faut-il savoir les valoriser, parce que le grand jeu national, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Permis de construire », c'est le grand jeu, c'est de dénigrer tout ce qui peut être tenté. C'est-à-dire, comme c'est jamais satisfaisant, c'est jamais bien, on dénigre. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, c'est la garantie jeune. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup de jeunes. Mais la garantie jeune, ça permet à des jeunes, quand on leur parle, ceux qui en bénéficient, d'être accompagnés, d'aller dans leur parcours professionnel, dans leur entrée dans la vie active. Des jeunes qui sont les plus en difficulté. Ça, une fois que c'est basé, c'est parti, on l'a obtenu, nous, dans une conférence sociale. Ça marche parce que pour l'instant, il y en a 50 000 à peu près, un peu moins, qui en bénéficient. Et le problème, c'est que d'un niveau macro, d'un niveau d'observation, on va dire, oui, mais il n'y en a pas assez. On va dire qu'il y a des endroits où ça ne marche pas très bien. Et puis quand on va voir les jeunes concernés, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt satisfaits. Parce que le vote Front National,
ce n'est pas d'abord un vote simplement de mal-être collectif, c'est aussi parfois un vote d'absence de reconnaissance individuelle. Et cette reconnaissance individuelle, il faut qu'on la construise par des mesures concrètes. Nathalie Bircham, la Croix. Sur la garantie jeune, elle va être généralisée. On peine quand même à savoir ce que vont devenir ces jeunes à l'issue du dispositif. Effectivement, quand on va sur place les rencontrer, on voit que c'est un bon soutien au moment où ils se passent. On voit aussi qu'ils sont très loin de l'emploi et que peut-être en situation de crise, ça ne sera pas suffisant pour qu'ils aient un emploi à la fin. C'est comme tous ces dispositifs qui à un moment s'arrêtent. Est-ce que ce n'est pas là la faille ? Oui, qu'est-ce qu'on fait d'eux après ? Laurent Berger. Oui, vous avez raison, c'est la faille de ce système-là. Alors d'abord, il y a un problème d'emploi, vous l'avez dit. Et donc c'est pour ça qu'il faut retrouver de la croissance, et il faut retrouver aussi des marges de création d'emplois. Mais ces dispositifs-là, garantie jeune, droits rechargeables, complémentaires santé, y compris pour les demandeurs d'emploi, ce sont les premières briques de ce que nous, on veut construire en termes de sécurisation des parcours professionnels et ce qui est pour nous l'opportunité du compte personnel d'activité, que nous, on a appelé le compte social personnel. C'est-à-dire qu'un compte qui permettrait des mesures, qui permettrait des dispositifs, qui permettraient d'être accompagné tout au long de sa carrière professionnelle en fonction de ce que sont ses souhaits, ses accidents de parcours ou pas, ses souhaits de mobilité, etc. Et là, il faut qu'on construise ce dispositif, c'est en cours. J'espère que le gouvernement le fera de façon constructive et pas de façon cosmétique. Mais ça pose la question fondamentale de l'accompagnement. Et c'est ça qui est intéressant dans la garantie jeune, c'est que les jeunes sont accompagnés. Et moi qui ai travaillé dans l'insertion professionnelle, je le sais, c'est le dispositif en tant que tel, la mesure ne suffit pas. Ce qui est déterminant, c'est qu'à un moment donné, il y ait des gens qui soient en empathie et qui surtout accompagnent les personnes, les jeunes notamment, dans leur parcours professionnel. Et ce que je reproche sur la garantie jeune, c'est non pas le dispositif et ce que ça produit pour les individus, mais souvent, c'est que les moyens n'ont pas suivi pour l'accompagnement dans les missions locales. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il faut qu'on sorte de l'idée mesure, quoi. C'est qu'on rentre dans une logique où on accompagne les salariés, les demandeurs d'emploi, les jeunes. En fait, en vous écoutant, on se dit qu'il manque toujours quelque chose. Non, c'est des sous, soit c'est une volonté locale. Non, je ne crois pas qu'il manque tant que ça de sous. Je ne crois pas qu'il manque tant que ça d'idées sur des dispositifs. Je pense qu'il manque de la constance. Oui, c'est ça. Et puis, il manque aussi, très franchement, la capacité de s'inscrire évidemment dans l'urgence, mais aussi dans le temps moyen et dans le temps long. Et ça, aujourd'hui, on oublie facilement. On est en phase de profonde mutation du monde du travail, de profonde mutation économique, et les réponses qu'on essaye d'apporter sont parfois toujours la mesure qui va faire choc à un moment donné, qui va être commentée, il y aura les pour, les contre, et puis on passera à autre chose derrière. Et les postures, et c'est ça l'intérêt pour nous du compte personnel d'activité sur la sécurisation des parcours professionnels. En même temps, on verra ce que ça donne, quoi. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a un dossier dont on parle très peu maintenant, c'est la réforme des retraites. On sait que malgré les différentes réformes, il y a toujours ce problème et est toujours là. Comment vous voyez les choses Laurent Berger, court terme, un dossier de fond, moyen terme. un autre. D'abord, excusez-moi de vous le dire, mais le problème est encore là. Il y a quand même eu des réformes de retraite. Hein. Oui. Il y a eu, si on prend depuis 2003, on est bien placé à la CFDT pour savoir depuis 2003 les réformes qui ont été faites, mais depuis 2003, il y a eu un certain nombre de réformes, dont la dernière en 2013, qui a prévu un allongement de la durée de cotisation. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu. On a eu depuis un accord sur les retraites complémentaires qui pérennise le système de retraite complémentaire avec des mesures qui ne sont pas des mesures faciles à assumer, mais c'est le rôle des organisations syndicales et patronales qui gèrent les retraites complémentaires. Y compris une sorte d'allongement masqué de l'âge du départ ? Non, ce n'est pas un allongement masqué, c'est qu'à un moment donné, entre le moment où vous partez et le moment où vous avez... on considère qu'en fonction de l'espérance de vie, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut quand même aussi se réjouir, puisqu'on ne le sait jamais dans notre pays, nous vivons un peu plus vieux, eh bien, il y a un décalage entre ce que vous cotisez et ce que vous allez percevoir en moyenne, évidemment, pendant votre retraite. Donc il y a une contribution de solidarité, mais qui n'est pas un recul de l'âge. Le recul de toute personne pourra continuer à partir à l'âge prévu en retraite. Et donc, il y a déjà eu ces réformes. Et moi, ce que je crains, c'est qu'au bout d'un moment, on le voit percer ces jours-ci dans le débat public, on dise, ben voilà, les retraites, ça demeure un problème et on va les mettre à 65 ans. J'ai entendu ça dans le débat public. L'âge est un mauvais paramètre. Le bon paramètre sur les retraites, c'est la durée de cotisation. Parce que quand vous avez commencé à travailler à 18 ans, ce n'est pas pareil que lorsque vous avez commencé à 22 ans. Et il y a toujours des gens, même si on a eu le dispositif carrière longue que la CFDT a obtenu en 2003, qui a corrigé un peu les effets, il y a toujours des gens qui cotisent plus
que d'autres. Et donc, il faut à un moment donné regarder la durée de cotisation et pas tellement l'âge. Et puis, moi, je le dis, à l'heure qu'il est, il n'y a pas besoin de nouvelle réforme des retraites. Sur les retraites complémentaires, les efforts qui ont été faits, qui sont des vrais efforts faits par les salariés et les retraités, et aussi pour une part moindre des entreprises, elles permettent de rééquilibrer les régimes complémentaires à l'échelle 2027, 2028, 2030. On verra en fonction de la conjoncture. Voilà. Eh bien, donc vous n'êtes pas inquiet? Non, ce n'est pas le sujet sur lequel je suis plus inquiet. Vous savez, le sujet sur lequel je suis plus inquiet, c'est deux choses. C'est le chômage, et notamment, puisqu'on parle des retraites, du chômage des seniors. Oui. Et de la capacité des entreprises à les mettre dehors et sans être responsabilité sur le sujet. C'est pour ça que dans la négociation sur les retraites complémentaires, nous avons obtenu, on verra ce que ça donne, qu'il y ait un sujet de négociation ou discussion entre le patronat et nous sur la responsabilisation des entreprises sur le fait qu'elles gardent leurs seniors plutôt que de faire payer à l'UNEDIC une espèce de pré-retraite déguisée. Nathalie Birchem, je voudrais revenir sur la question des retraites. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, où la CFDT s'est engagée, la réforme des régimes complémentaires, la réforme de 2013 avec la durée de cotisation. Mais on sait aussi dans les chiffres que si les comptes des retraites vont mieux, c'est notamment en grande partie parce qu'il y a eu le report de l'âge légal, que ça rapporte plus d'argent. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas accepter ça comme un compromis, comme vous savez faire, pour éviter des réformes à répétition qui sont aussi un motif de désespérance de la société française? Le motif de désespérance, ça serait que les retraites soient plus financées. C'est pas le cas aujourd'hui. Les efforts que nous avons faits sur la retraite complémentaire prouvent le contraire. Mais une raison est simple sur l'âge. C'est que c'est injuste. L'âge, c'est injuste. Si vous avez commencé, c'est très facile à comprendre, si vous avez commencé à travailler à 18 ans, vous partez à 62 ans, s'il n'y a pas de dispositif qui corrige ça, vous cotisez plus que celui qui a commencé à travailler à 20 ans, qui souvent, ou à 22 ans après les études, qui souvent a une carrière qui est moins linéaire, moins plate que la vôtre en termes de rémunération. Et donc, voilà, nous, on est pour la durée de cotisation, mais de toute façon, au-delà de ces paramètres, nous, on voudrait une réforme systémique. On l'a dit depuis maintenant de nombreuses années. On voudrait une réforme qui soit une réforme qui permette davantage de libre choix. C'est aussi un peu ce qui a été fait sur les retraites complémentaires et qui prenne en compte la réalité des carrières individuellement et qui permettent de se dire, voilà, je pars à tel moment parce que je sais ce que j'aurai, parce que j'ai cotisé, parce qu'on est dans un système plus solidaire. De souplesse, oui. Mais ça ne change pas le problème de fond, excusez-moi, la réforme systémique. C'est-à-dire vous avez toujours un déficit du rapport entre les gens qui cotisent et les gens qui reçoivent une pension. Ça se gère toujours par un moment, on paie plus pour les retraites ou on reçoit moins. Donc que ce soit du libre choix ou un choix collectif. Mais c'est ce qui nous a amené, Mme Birchem, c'est ce qui nous a amené à accepter l'allongement de la durée de cotisation. Et en 2003 pour les salariés du public, et en 2013 pour l'ensemble des salariés, progressivement un allongement de la durée de cotisation. Mais c'est beaucoup plus juste qu'un report de l'âge. Mais on est déjà à terme à 43 ans. Vous seriez d'accord pour de durée de cotisation nécessaire pour une retraite calculée au plein? Vous seriez d'accord pour aller au-delà? Est-ce que vous pouvez dire à vos auditeurs qu'à 43 ans, avec la réforme de 2013, plus la réforme des régimes complémentaires, les régimes de retraite ne sont plus dans le rouge, à terme? Selon les calculs du corps. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi, en 2050, je ne sais pas dans quel état sera le pays, donc je ne vais pas m'engager non plus. Voilà. Mais en même temps, les trajectoires qui sont fixées aujourd'hui permettent de revenir à un équilibre progressivement. Et on verra, évidemment, si le monde explose, on sera dans une autre considération. Là, dans ce cas, on verra. Vous avez entendu plus positif depuis tout à l'heure. Bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Laurent Berger. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Et nous nous retrouvons dans quelques instants donc, avec le secrétaire général de la CFDT. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors vous n'êtes pas évidemment un responsable politique, mais on a vu tout à l'heure que vous étiez attentif au fonctionnement de notre démocratie. Qu'est-ce que vous pensez des mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme, notamment la déchéance de nationalité? Qu'est-ce que ça vous inspire? Laurent Berger. D'abord, moi, je veux dire que la CFDT, très vite, après le 13 novembre, elle a dit qu'elle comprenait l'état d'urgence
que, évidemment, nous ne le comprenions pas comme étant une restriction des libertés publiques, mais comme des mesures de sécurité que les citoyens attendaient. Il doit être prolongé il faut y réfléchir. En tout cas, il faut regarder quelles sont les conséquences sur l'activité économique, la situation des salariés, y compris en termes de sécurité, etc. Nous, on a obtenu à ce titre-là, auprès du Premier ministre, qu'il y a une cellule de veille qui se réunit tous les 15 jours, 3 semaines auprès de la ministre du Travail, avec les partenaires sociaux. Il faut regarder, évidemment, l'évolution des libertés publiques. Tout ça mérite d'être mesuré. Vous n'êtes pas inquiet pour l'évolution des libertés publiques, là, les mesures annoncées ces derniers temps? Moi, je demande à ce qu'on soit attentif. Mais je ne suis pas dans l'accusation a priori des choses. On a bien compris tous l'attente en termes de sécurité qui était celle des citoyens. Mais pour ça, il faut faire vivre les institutions ou les organismes qui existent pour ça. Il y a la CNCDH, la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, il y a les associations, il y a les organisations syndicales, il y a les organisations patronales. Voilà, tout ça, on doit faire attention aux libertés publiques. Et puis après, il y a d'autres mesures. Ça, c'est le côté sécurité. Puis après, il y a d'autres mesures qui sont prises ou qui sont annoncées, comme la déchéance de la nationalité. Il y a cette mesure. Moi, je vous le dis très clairement, je l'ai affirmé, je suis contre. Je l'ai dit au Premier ministre dès la réunion qui a suivi l'annonce par le Président de la République au Parlement. Je suis contre pour plusieurs raisons. D'abord, ça n'a pas d'effet. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Ça n'a pas d'effet. Et puis, l'autre raison, c'est que ça stigmatise. Ça stigmatise et ça met le doigt sur un sujet, la question de la nationalité, sur lequel, quand on a des gens plutôt bienveillants qui gouvernent en termes de cohésion sociale, ça se passe bien. Et puis, au bout d'un moment, on a vite à pointer les boucs émissaires, etc. Donc les binationaux, en l'occurrence. Les binationaux. Donc moi, je suis opposé à cette mesure. Ceci étant, je l'ai dit récemment, ce qui me choque dans la période, c'est qu'on soit incapable d'imaginer du positif de cela. On soit incapable de construire ce qu'il faut faire, d'abord pour éviter l'endoctrinement des jeunes qui se radicalisent, pour agir sur la cohésion sociale, positivement, pour recréer les conditions du dialogue, recréer les conditions du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on a été attaqué par un totalitarisme obscurantiste. Notre démocratie, elle est mitée, on le sait, y compris, et c'est sans rapport avec ce que je viens de dire précédemment, mais y compris par des tentations de repli de la société. Ce qu'il faut, c'est bien sûr des mesures de sécurité, mais c'est aussi des mesures d'ouverture. Et c'est pas antinomique. D'ouverture, de vivre ensemble, de démocratie, de mesures positives. Quelles mesures ? Eh bien, d'abord, alors il y a des choses sur, par exemple, puisqu'on parle de stigmatisation, pourquoi on ne remet pas sur la table l'histoire du droit de vote des étrangers aux élections locales. Personne n'en parle en ce moment. Bien sûr, personne n'en parle, mais qui serait une façon assez intelligente de montrer qu'on n'est pas sur la stigmatisation, on est sur la condamnation de gens qui sont fous et qui nous attaquent sur nos valeurs, mais par ailleurs, on est ouvert aussi. Et puis, d'autres mesures pour recréer du débat, du dialogue au plus près des citoyens, en s'appuyant sur les associations, sur les élus locaux, en créant sur tout un tas de sujets la possibilité de se parler, d'échanger, de faire face à ce que sont nos différences d'appréciation, mais qui ne sont pas contradictoires avec le fait de vivre en démocratie. Ça, on ne sait pas le faire. Pourquoi on ne sait pas le faire ? Parce que vous n'aurez pas d'un côté ceux qui seront pour, ceux qui sont contre. Et moi, on veut pas. C'est ça qui vous gêne dans la société française aujourd'hui. Moi, ce qui me gêne, c'est cette incapacité à reconstruire du positif, à reconstruire du positif sur ce que sont nos valeurs. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire qu'on a des valeurs de liberté, égalité, fraternité. Ça ne suffit pas de dire qu'on a un grand principe qui est absolument nécessaire, qui est la laïcité. Il faut se redire ce que c'est. Il faut les refaire vivre en actes. Et ça, bien, il n'y a pas de mesure pour ça. Vous n'aurez pas de loi pour ça. C'est juste un comportement des élus, un comportement des institutions, un engagement, plus qu'un comportement d'ailleurs, un engagement des organisations associatives, politiques, syndicales, pour recréer ces conditions-là. Et ça manque cruellement. Moi, j'attendais du discours du président de la République un peu de signaux autour de ça. Un peu de positif. Et pas simplement, évidemment, ce besoin de se sécuriser. Et moi, je suis un citoyen normal. Évidemment, j'aspire à la sécurité. Mais j'aspire aussi à vivre ensemble, à s'écouter. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous voulez des signaux positifs. La France a en ce moment un jeune ministre de l'économie qui fait beaucoup parler de lui.
Est-ce que ça, c'est un signal positif pour vous? Vous êtes séduit par M. Macron? Laurent Berger. Vous savez, la séduction, c'est quelque chose de particulier. Monsieur Macron, il est aimable, il est brillant, il a parfois des bonnes idées, puis parfois il faut lui expliquer que c'est pas comme ça que fonctionnent les choses. C'est ce que vous lui dites quand vous le savez, rencontrez? je ne suis pas à la recherche de l'homme providentiel ni de la femme providentielle. Je ne suis pas à la recherche de la recette miracle, de la mesure miracle, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est notre capacité à faire vivre notre démocratie en s'affrontant quand on n'est pas d'accord sur les idées et en trouvant les compromis nécessaires pour avancer ensemble. Donc M. Macron, il a des idées. Et sur le travail du dimanche, par exemple, il a compris qu'il fallait plutôt passer par des accords plutôt que d'imposer les choses. Voilà, donc les choses sont en cours, ça fonctionne ici ou là. On vient de signer un accord dans le pays de Rennes sur l'ouverture dans les communes du pays de Rennes de 6 dimanches par an avec des bonnes contreparties pour les salariés. On a obtenu des avancées aussi à Zara et les chaînes qui sont les magasins de cette chaîne-là. Puis il y a des endroits où on est encore en négociation parce que ça ne fonctionne pas sur les contreparties obtenues par les salariés. De dialogue. Voilà. Donc M. Macron, c'est un homme politique parmi d'autres. On verra ce que ça va produire à terme. Il y a des choses positives dans sa loi, sa loi qui est impossible à résumer. Il y a eu des choses positives, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'était un fourre-tout? C'était un patchwork, je l'ai dit. Un patchwork. Nathalie Birchem-Lacroix. Sur le travail dominical, donc, vous dites qu'il y a des avancées. Donc pour vous, le curseur, c'est suffisamment de contrepartie pour accepter d'ouvrir le travail, la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche. Mais est-ce que c'est forcément une question d'argent? Est-ce que le fait de consentir à permettre de plus en plus de personnes, on sait qu'il y a déjà plus d'un salarié sur 5 qui travaillent de temps en temps ou très souvent le dimanche, est-ce que ça se résout par une question d'augmentation de salaire dont on sait que c'est quelques euros au total? Oui, enfin, quand vous avez une majoration... Alors, la réponse est non. Non, je suis d'accord avec vous. Moi, ma société idéale, ce n'est pas une société où on travaille le dimanche. D'ailleurs, pas plus dans les commerces qu'ailleurs. Mais ailleurs, c'est parfois complètement impératif. Hein. Vous le reconnaissez dans les services de santé ou d'autres. Parce que, après, il y a Donc, pour moi, j'ai toujours dit que ça ne devait pas se généraliser ni se banaliser. Et puis, il y avait quelques situations où il y avait une justification économique. Dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là, uniquement dans ce cadre-là, c'est-à-dire pas dans la généralisation à laquelle on est opposé à la CFDT, mais dans un cadre très précis. C'est pour ça qu'on a voulu une définition des zones et des conditions d'ouverture. Ça ne peut se faire que s'il y a des contreparties qui, honnêtement, ne sont pas complètement neutres. Ce qui vient de se négocier à Zara, avec une majoration de 110 et 110% du salaire, c'est pas quelques euros. Quand on ouvre, le salaire est majoré de 110% pour l'ouverture du dimanche ou de 100% à l'ouverture tardive. Donc, plus des aides à la garde d'enfants, au transport, voilà. Mais ceci étant, moi je pense qu'il faut aller vers une logique plus qualitative autour du travail, y compris quand on travaille le dimanche. C'est-à-dire, quelle articulation entre les temps personnels et les temps professionnels. Mais vous savez, je le redis, puisque ça n'a peut-être pas été compris, je suis opposé à la généralisation de l'ouverture du dimanche des commerces. Tout le monde est opposé, ce n'est pas la question. Bien sûr, mais du coup, quand ça se fait, parce qu'il y a une justification économique, il faut d'abord la mesurer, et vous verrez, on le voit très clairement d'ailleurs, ça ne généralise pas du tout. Il y a des endroits où il n'y a pas d'ouverture, et tant mieux. Mais il y a des endroits où c'est possible, et dans ce cas, là où c'est possible, il faut clairement que ce soit avec des bonnes contreparties pour les salariés. Excusez-moi. Un dernier mot. Excusez-moi. Donc des contreparties peut-être généreuses dans certains endroits, comme vous venez de le dire pour Zara, mais avec des conséquences sur le tissu économique. C'est-à-dire des magasins ouverts le dimanche. Alors sur la vie familiale, on en a parlé, mais les magasins ouverts le dimanche, il y en a. Si Zara ouvre le dimanche, c'est très bien pour ses salariés qui l'acceptent, mais le petit indépendant dans l'habillement qui ouvrait le dimanche et qui peut-être n'aura pas la capacité de prendre un salarié et de payer des contreparties en plus. Est-ce que ça n'a pas des conséquences importantes sur le petit commerce? Voilà. C'est aussi une des questions du travail dominical. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut regarder dans les zones géographiques. Il peut y avoir des conséquences. C'est pour ça qu'il faut à tout prix que ce soit contenu. Il faut à ce prix que ce soit contenu. Mais vous l'avez dit, ces contreparties, ils sont à des salariés avec qui, nous, on fait un des axes de nos accords, quand on en signe, c'est que ce soit sur la base du volontariat qui soit réversible.
Mais, ça ne règle pas la question du petit commerce indépendant. Non, mais le petit commerce, non, ça ne résout pas la question. Mais vous savez, la question du petit commerçant par rapport aux grandes chaînes ou à la grande distribution, il ne date pas de l'ouverture du dimanche. Il est largement plus répandu que ça, on le sait. Bah ça, il faut. C'est là, le ministre de l'économie, il a un bon sujet sur la coexistence en sein de notre économie de grandes enseignes et de petites enseignes, de grandes entreprises et de petites entreprises, et des relations qu'il faut réguler. Romain Masneau, RCF. Je voulais revenir aux crispations dans notre société. Est-ce que vous observez des risques de radicalisation islamiste dans certaines entreprises, avec des revendications qui ne respecteraient pas les principes de la laïcité ? Laurent Berger, est-ce que c'est une inquiétude pour vous, ça ? De toute façon, c'est une inquiétude. Le risque de radicalisation, c'est une inquiétude pour tout le monde. Après, est-ce que dans les entreprises, on constate une explosion de ces phénomènes-là ? La réponse est non. La réponse est non. Il faut distinguer d'abord deux choses. Il faut distinguer le fait religieux en entreprise, qui est une réalité qui n'est pas non plus généralisée, mais qui existe, et sur lesquels il y a besoin de dialogue. C'est pour ça que nous venons de sortir un guide du fait religieux en entreprise à destination de nos militants, pour les aider. Alors, qui leur dit quoi ? Qui dit que lorsqu'il y a une revendication qui est d'ordre religieuse, d'abord, qui doit amener à des traitements particuliers, l'ouverture à ces traitements particuliers doit être pour tous les salariés, que ce soit sur une base religieuse ou pas religieuse. Et puis, qui dit qu'on règle les situations par du dialogue et pas par du spécifique. Est-ce que vous posez des lignes rouges, par exemple ? Il y a forcément des lignes rouges, mais c'est comme pour tout. Lorsque une revendication met en danger les conditions de travail des autres, met en danger la cohésion au sein de l'équipe de travail, etc., ce n'est pas acceptable. Mais globalement, dans l'immense majorité des cas où ça se passe, ça peut se passer par le dialogue, et on n'est pas dans ces situations-là. Et puis, il y a les phénomènes qui peuvent exister et qui sont complètement disjoints dans mon esprit, de radicalisation. Ça existe dans quelques entreprises, on le sait. Dans ces cas-là, la radicalisation, lorsque ça amène à faire des actes qui sont illégaux, y compris lorsqu'on refuse de serrer la main à une collègue qui est femme, etc., là, ça mérite sanction. D'accord. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors, il y a une affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques mois, c'était l'histoire du comité d'entreprise d'Air France, qui a donné lieu à des débordements. Alors, les gens amalgament toujours en disant les syndicats se sont La chemise déchirée. La chemise déchirée. Quel était votre jugement sur cette affaire un peu spéciale quand même ? Moi, j'ai tout de suite condamné ces violences. D'ailleurs, ça m'a valu parfois sur un plateau, ce qu'on me demande 5 fois si je condamnais vraiment ces violences, comme si un syndicaliste ne pouvait pas... moi, vous savez, je suis profondément pacifique et un homme de dialogue. Donc oui, je condamne tout acte de violence. Ces images-là, ce n'est pas la réalité du dialogue social, en général. Il se passe heureusement beaucoup mieux. Et ce n'est pas d'ailleurs la réalité du dialogue social à Air France, qui est même pas, aussi... Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas absence de dialogue social à Air France. C'est faux de le dire. Donc il y a eu dérapage, il y a eu violence. Moi, je les ai condamnés et je continue de les condamner. On vous a entendu, Laurent Berger, pendant toute cette émission. Vous prenez le dialogue, toujours, vous prenez la construction, le pragmatisme, vous manifestez un souci du concret. Est-ce que c'est encore possible dans la société française aujourd'hui ? Est-ce qu'elle n'est pas trop nécrosée, trop coincée ? Est-ce que vous conservez l'espérance ? Sinon, franchement, je ferais autre chose. Vous savez, moi, j'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie. J'ai plein de passions. Donc, moi, je suis persuadé que notre société peut bouger. Et je suis persuadé aussi que les citoyens, les salariés, ils n'attendent pas qu'on leur raconte tous les jours ce qu'est leur réalité, y compris quand elle est difficile. Ils attendent qu'on leur propose des voies de passage, des orientations, des destins, et puis des mesures concrètes. Donc moi, je crois qu'on peut bouger les choses. On y est engagé, on n'est pas les seuls. Il faut regarder tout le tissu associatif qui se développe, y compris parfois des organisations, des associations de chefs d'entreprise qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses. Même du côté des patrons. Mais oui, mais vous savez, moi je ne suis pas binaire. Moi, je suis très combatif. Oui. Mais en même temps, j'essaye d'être un peu assez constructif. Et ce n'est pas antinomique. Et nos intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Et alors, c'est ça une démocratie, c'est que les intérêts ne soient pas toujours les mêmes entre les uns et les autres. Mais la vraie vivacité démocratique, c'est d'être en capacité de mettre sur la table ce que sont nos accords et nos désaccords et de trouver les voies de compromis entre nous pour avancer. Parfois, ça se fait par un vote majoritaire, parce que lorsqu'on est au Parlement, dans le fait politique, dans la chose politique, puis parfois, ça se fait par le dialogue social, par la signature d'accords, de compromis. Voilà. Donc moi, je crois que c'est possible, j'ai toujours cette espérance, parce que, vous savez, on est vraiment face à un choix. Et de plus en plus, ce choix, il apparaît à nous. Une société très autoritaire, où il y aura des gagnants, des perdants, et il n'y aura pas beaucoup d'espace au dialogue et à la coopération, ou une société davantage basée sur le dialogue, la coopération,
l'appréhension de la complexité de ce qu'est une société, donc des équilibres à tenir, mais la volonté de construire une société apaisée où il n'y a personne qui soit relégué au bord de la route. Très bien, écoutez, ce sera votre dernier mot. Merci à vous, Laurent Berger. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CFDT. Je rappelle également le titre de votre livre, Permis de construire, publié aux éditions Talendier. La semaine prochaine, notre invité nous ouvrira sur l'Europe, puisqu'il s'agira de l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de nos émissions sur les sites respectifs de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci à vous tous.